Une nuit, dans son atelier, un calligraphe fait le vide. Un vide dont il est le centre. Tout disparaît. Alors, il découvre un monde riche et devient son propre maître. Alors, la région où je suis né, c'est le sud de l'Irak. Il y a deux fleuves qui traversent le désert et donc c'est une région fertile et il termine par ce qu'on appelle le marais. Dans le marais, il y a des forêts de roseaux. Et les paysans là-bas, et depuis des milliers d'années, ils utilisent le roseau pour beaucoup de choses. Premièrement, ils font la maison. Alors là, c'est magnifique. Ils font des barques. Et ils font des îlots aussi avec le roseau. Ils font des sacs, des objets variés. Avec le même roseau, ils font des flûtes. Et c'est un des premiers instruments de l'homme pour écrire. Dans la ville de Uruk, il y a 5000 ans, on a inventé l'écriture et on a utilisé le roseau comme instrument pour faire des signes sur l'argile. Et toutes les civilisations autour de Méditerranée, ils ont utilisé le calame. Même en Europe, il y a un tableau au Louvre qui était fait par Holbein le Jeune. On voit Erasme au XVIe siècle à Rotterdam, il écrit avec un roseau. Il y a un historien arabe, s'appelle Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, a écrit un texte. Il dit que la calligraphie, elle est née avec la civilisation. Dans le désert, les Bédouins, ils n'ont jamais fait la calligraphie. C'est dans les villes que la calligraphie est née. Mais moi, je crois quand même, il y a quelque chose qui a un rapport avec les nomades, c'est-à-dire dans tout ce qui est essentiel. Dans la calligraphie, il y a la pureté. Et la ligne, comme les lignes de dunes, hein, c'est quelque chose de très solitaire. Il y a beaucoup de courbes. Et il y a la sérénité dans la calligraphie. Il y a la simplicité. Il y a donc, je viens de dire, la légèreté dans la calligraphie. Il y a beaucoup de choses qui fait qu'il s'approche du monde du désert plus que du monde de ville. Convaincre un peu plus tard, lorsqu'il taille en 3 coups de canif son roseau, il sait qu'il a choisi de nous convaincre et de nous émouvoir. Alors, les calligraphes arabes, jusqu'à aujourd'hui, ils préfèrent le roseau parce que c'est un instrument souple, on peut le tailler comme on veut, la dimension qu'on veut, surtout l'orientation de bec et de calame. Il change au fur et à mesure qu'on change de style. Et puis le rapport du bois avec le papier, c'est plus tendre, c'est plus agréable. J'utilise le calame tout le temps pour faire de la calligraphie style traditionnel, comme ils font les anciens. Mais quand j'ai voulu faire des calligraphies modernes, j'ai inventé des autres instruments. Parce qu'avec le roseau, on ne peut pas aller plus large qu'un doigt. Et comme je voulais faire une expression proche de la peinture et du gestuel, donc j'ai pris des instruments qui écrivent directement large, mais ils donnent la rigueur de lettre arabe.
Au fil de la nuit, il recommence plusieurs fois la même calligraphie pour tendre vers une perfection qui exprime toutes les nuances de son être. On dit que l'encre noire contient toutes les lettres. Par le kalam, chacune peut exister. Toujours les recettes d'encre, ils sont liées à ce qu'on trouve sur place dans chaque ville, des ingrédients. Il y avait par exemple le noir de cheminée. Le noir de cheminée, c'est le noir de fumée. Voilà, ça donne le noir. Et le sève des arbres. Alors, le sève des arbres, c'est ce qu'on appelle la gomme arabique, c'est un terme générique. Mais on a vu que l'encre, quand elle reste dans l'encrier, elle a besoin de tanin pour se conserver. On a ajouté le noix de Galles. Il y a d'autres, évidemment, d'autres matières. Et puis pour que ces matières se mélangent entre elles et que ça morde un peu sur le parchemin, on a ajouté de l'acide. L'acide, c'est des fois du sulfate de fer ou d'autres matières. Voilà ce qu'il faut à peu près pour faire de l'encre. Conseil des temps anciens. Pour bien mélanger tous les ingrédients, il faut secouer 100 000 fois. Alors, un conseil, accrochez votre bouteille d'encre sur la bosse du chameau d'un ami qui va à la Mecque ou suspendez-la à la porte d'un hammam. Dans son regard flottent toutes sortes de signes. Avec sa main et un instrument ancré, il livre ses images au papier. Toujours en organ, on a travaillé l'eau et le papier, c'est-à-dire on n'a jamais travaillé les peintures à l'huile et on n'a pas aimé les supports durs pour les calligraphes directement à calligraphier. On a utilisé le papier tout le temps. D'ailleurs, même en Chine, pour la peinture et la calligraphie, on utilisait toujours le papier. Et puis l'eau, les encres à l'eau. Recette à l'ancienne. Plongez votre feuille de papier dans du thé. Retirez, égouttez et laissez sécher. Quand on va dans le musée, on voit en Turquie par exemple, toutes les calligraphies sont faites sur du papier. D'ailleurs, tous les livres anciens, ils sont teintés comme ça, ils ne sont jamais blancs. Alors ça, c'est du papier naturel qui a de coton, d'autres matières. Donc c'est la même chose. C'est des matières pures qu'on sait qu'avec le temps, ils ne vont pas s'abîmer. Parce qu'il y a de papier, on met de l'acide qui abîme le papier dans un siècle, mais qui abîme l'encre tout de suite. Avec un mélange de blanc d'œuf et d'alun, enduisez le papier avec un pinceau. Sec, vous le polissez avec une pierre lisse. Quand je traite le papier, c'est quand j'ai envie de faire des calligraphies très nettes, mais les lettres, ils ont une épaisseur d'une demi-millimètre. Alors là, avec le papier qu'on trouve dans les marchés aujourd'hui, on ne peut pas. Il commence la lettre par une pâtée toute ronde. Alors pour le papier, ça ne me gêne pas qu'il soit blanc. Pour les calligraphies modernes, surtout je fais des gestes des fois très larges, donc l'œil il tombe sur le geste calligraphié avant d'arriver vers le blanc. Calligraphie après calligraphie, on sent que son art plonge ses racines dans la tradition, dans un dialogue avec les anciens. Les lettres arabes viennent de ce qu'on appelle l'alphabet phénicien, qui a donné une grande famille d'autres alphabets.
L'alphabet latin, on écrit ici en France avec, et l'alphabet araméen qui a descendu vers l'Orient, qui a donné plus tard les lettres hébraïques et les lettres arabes, parmi d'autres. Par contre, la calligraphie arabe est née pratiquement avec l'islam, parce qu'avant, on avait une écriture très simple. Mais on a dit aux calligraphes, vous êtes en train de matérialiser le verbe divin, faites-le d'une façon magnifique. À partir du 8e siècle, on a mis des codes pour les proportions des lettres, pour les phrases et les compositions. Aussi, on a fait des codes pour les styles. C'est-à-dire qu'il y avait un style pour le calife, personne ne peut l'utiliser d'autre. François Ier, il a eu beaucoup de courriers de Sulayman le Magnifique dans le style Diwani. Et depuis 1000 ans jusqu'à aujourd'hui, on demande toujours à un calligraphe qui connaît calligraphier 6 styles. C'est-à-dire 6 interprétations graphiques différentes pour la même lettre. Alors je vais choisir une phrase qui a été dite par le poète allemand Schiller, qui dit « Sur terre, il y a place pour tous ». J'ai traduit en arabe qui dit « Alors, إنها تتسع للجميع ». Et je vais les calligraphier au début avec le style « Nasr », ça veut dire le style de copiste. Il y a le style Koufi, donc c'est un style ancien, religieux. Il y a le style Thulth, qui dans le passé était utilisé beaucoup pour le décor de monuments. Le style Diwani, qui est le style de la chancellerie, donc c'est le 4e. Il y a un style qu'on appelle le Oqra, qui était utilisé dans le passé pour l'administration. Et puis il y a le style persan, qui est utilisé aujourd'hui en Iran, c'est le style national iranien. Dans ce que je fais de calligraphie, je mélange. Je mélange parce que quand je fais une forme qui monte en verticalité dans l'espace, des fois j'ai besoin d'une ligne droite comme la colonne vertébrale. Donc ça, le style Oqra me le donne facilement. Mais si j'ai besoin d'une courbe, je vais dans le style Diwani. Le Koufi s'adapte bien à l'horizontalité. Je l'utilise souvent en bas des formes calligraphiées en verticale. Dans le passé, c'était inimaginable de mélanger les styles, mais comme on vit un éclatement de la calligraphie, aujourd'hui l'artiste, il a beaucoup d'initiatives, l'artiste calligraphe, je crois qu'on est dans une époque de liberté en calligraphie. Cette nuit-là, il a choisi une phrase d'un chant berbère de Kabylie. Les hommes se disputent la terre. Homme, la terre à qui est-elle? Puis un mot est prêt à jaillir. Terre, al-ard. Alors chaque geste trace les mouvements secrets de son être. متى الأيام تسمح بالتلاقي وتجمع شملنا بعد الفراق. Les 1001 nuits. Ramenez-moi au désert, crie le cactus. Je n'aime écorcher que le vent sec. Guilhevic. Personne ne peut faire de moi un esclave si je ne pense pas en esclave. Martin Luther King. Il y a beaucoup d'autres phrases que j'aime. Par exemple, une phrase simple, un proverbe qui dit « Ne dépense pas 2 mots si un seul te suffit ». Ou la phrase de Thomas Paine qui dit ma patrie est le monde, tous les humains sont mes proches. يا ليل أين هو العراق بدر شاكر السيار. J'ai trouvé que c'est aussi intéressant de relier mes calligraphies à la mémoire de l'humanité. Au lieu de fulminer contre les ténèbres, il vaut mieux allumer une petite lanterne. Proverbe chinois. Donc maintenant, quand je fais une exposition,
Il y a la moitié de la phrase qui vient de côté de l'Orient, moitié de l'Occident, et moitié de temps ancien, moitié de temps moderne. Et ça fait l'ensemble comme une poésie universelle. Connais-toi toi-même. Socrate. Je rêve les phrases pendant longtemps. Et à un certain moment, je vois un mot qui se dégage et je commence à voir qu'est-ce qu'il y a des lettres. Avec tout cet ensemble de mouvements, je vais essayer de refaire une composition, monter certaines lettres sur d'autres, et je fais des croquis. Des fois, ça dépend des jours. Certains jours, si tout le monde va bien, toutes les choses vont bien, ça va être une ouverture, ça va être quelque chose d'ensemble. Et puis, des fois, quand le monde va mal, il y a quelque chose de tragique qui me traverse, mais le même mot va être renfermé. Les lettres ils vont se heurter l'un à l'autre, et ça va être quelque chose de très serré, qui évoque le drame que je le vis. Il le sait, le vide n'existe pas. Il n'y a que du plein noir et du plein blanc. Chaque espace, qu'il soit noir, blanc ou de couleur, doit trouver sa place. Et quand je calligraphie au milieu quelque chose, je l'imagine dans ma tête comme une sculpture en plein désert. Et je l'imagine qu'à moins d'un coup de vent, ils vont tomber. J'installe le déséquilibre au cœur de l'équilibre, pour que la personne qui voit ça, il prend le risque avec moi. Il dit, mais tout à l'heure, ça va risquer de tomber. Mais en même temps, on ne tombe pas. Il y a le plaisir de tenir. La chute n'est pas un échec. L'échec est de rester où on est tombé. Dans le monde antique, oriental et dans le monde islamique, il y a toujours dans l'œuvre un centre, et l'œil, quand elle va tomber sur le centre, nos yeux deviennent comme les pivots, et mentalement, on va construire un cercle, pratiquement. Et autour de cet axe, ce centre, il y a un axe, et puis il y a tous les objets qui vont se reconstruire. Et il y a certains éléments plus petits que les autres, ou par transparence, ou par des jeux variés, qu'on va évoquer une certaine profondeur qui est différente de ce qui est utilisé dans la perspective ici en Occident à partir du XVIe siècle, où il y a des lignes qui vont vers un point de fuite. À la troisième calligraphie, il est toujours concentré, sa respiration maîtrisée pour que chacun de ses gestes soit juste. Dès le début, le calligraphe apprend à maîtriser les gestes. Pour maîtriser les gestes, il faut beaucoup d'énergie. Pour trouver cette énergie, il faut de la concentration. C'est-à-dire, à un certain moment, on fait que regarder le bec de calame et on ne voit pas d'autre chose. C'est un moment un peu comme entre l'éveil et le sommeil. Et les orientaux disent qu'à un certain moment, le calligraphe il trouve son souffle vital en ce moment-là. Parce qu'il va y aller à l'intérieur, trouve son trésor, trouve quelque chose qui a un rapport avec lui. Parce qu'au fait, je crois qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est mouvante, presque comme une spirale. Et cette spirale-là, on ne sait pas où elle est. C'est presque la question, qu'est-ce que c'est l'être humain ? Sur chaque rectangle de papier, d'un geste, il fait jaillir l'eau, la terre, le vent et le feu. Ces couleurs évoquent la matière des origines, la force du vent, la dureté de la terre, toute sa vie. J'ai travaillé pendant 3 ans en noir et blanc,
Et puis un jour, j'ai senti la nécessité de mettre un peu de brun, plus tard un peu de rouge. Et au fur et à mesure, les couleurs ils ont commencé à envahir la surface que j'ai calligraphie. Mais toujours, j'ai pensé à cette phrase de Léger qui dit « Les couleurs sont comme le feu et il faut savoir le maîtriser ». Avec le monde industriel, il y a eu une invasion de couleurs qu'on trouve maintenant partout. Alors pour ça, pour aller contre ça, j'essaye de dominer une seule couleur. Là, c'est une seule couleur qui est dominante, mais en même temps, à l'intérieur, on peut voir une tache rouge, une tache jaune. Il faut s'approcher et les chercher. Je jouais quand j'étais enfant dans des monuments où il y a des murs immenses couverts de céramique bleu varié, et quand je m'approchais, il y a de la rose, de couleur jaune. Peut-être ça qui a ressorti maintenant dans mes calligraphies. L'aube est propice à regarder ces moments de liberté dont il reste trace. On voit ici que les lettres, ils vont faire des rythmes. Il y a le noir et le blanc. Hassan Massoudi, l'homme au calame, a choisi de transmettre à ses contemporains sa culture, son art, ses secrets, comme un message universel dans lequel l'Orient et l'Occident se rencontrent. Donc on voit le plein et le délié, ça veut dire une partie large, une partie mince, ce qui est propre à la calligraphie. Et puis on a l'impression que ce geste il cache une image. Depuis une vingtaine d'années, je fais des animations publiques. On m'invite souvent dans des maisons de jeunes, des bibliothèques, des galeries à exposer. La calligraphie exprime des sentiments par des gestes sous des rythmes et des géométries. On voit des triangles et puis là aussi. Oui, c'est vrai, là il y a beaucoup de formes géométriques. Là. Des fois, certains me disent j'ai bien envie de faire de la calligraphie. Mais avant de calligraphier, il faut de la concentration. Là, il doit être comme ça et tu vas lentement. Quand je fais un atelier avec eux, je prépare des documents dès le départ qu'on peut travailler sur le caractère latin et le caractère arabe. Chacun il est libre de faire ce qu'il veut. Le public est assez vaste. Il y a des artistes, il y a des enseignants et il y a plus en plus de jeunes issus de la communauté Megabi. Ils ont envie de posséder de culture, alors ils trouvent là une porte, ils entrent et ils essayent d'apprendre quelque chose. Alors Mourad, qu'est-ce qui te plaît dans la calligraphie alors? C'est les dessins, comment c'est fait, l'encre, bouger la main. Comment ça peut devenir mince et puis ça s'agrandit. Qu'est-ce que tu ressens en faisant de la calligraphie? Une grande liberté dans le geste. Donc ce qui est intéressant, c'est pour pouvoir trouver un équilibre sur le dessin, il faut d'abord trouver son propre équilibre. Et la calligraphie, j'ai l'impression que ça renvoie à des choses beaucoup plus loin qu'un dessin ou qu'une forme d'écriture. Ce matin-là, en traversant ce lieu, une phrase me vient à l'esprit. La source de la liberté est dans le courage. Une phrase prête à se révéler.